Alors, pour ce faire, on a invité une pléiade de conférenciers bien expérimentés en la matière. Et sans plus tarder, on va commencer par la première intervention, professeur Ousleti et son assistante, docteur Nesrine Soyer, qui vont nous parler de l'endométriose comme problème de santé publique. Alors, à vous la parole. Donc, je tiens à remercier la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de nous avoir donné la possibilité d'être conférencier et de parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, le dossier donc, de l'endométriose. Alors, comme on va prendre ce plan, donc l'introduction, l'épidémio, avec aspect diagnostique et thérapeutique, puis surtout, nous allons insister sur les enjeux médicaux, les enjeux socio-économiques et les enjeux de recherche en matière d'endométriose. Donc, comme vous le savez, la définition n'apporte pas grand-chose. L'endométriose est une pathologie qui est chronique, qui est fréquente de la femme jeune. C'est une pathologie donc, de la période d'activité génitale. Elle est bien sûr caractérisée par la présence et la diffusion des cellules endométriales en dehors de leur site naturel qui est la cavité utérine. Donc, il n'y a pas une endométriose, il y a plusieurs endométrioses. Elles se présentent sous différents morphotypes, aux conséquences et aux traitements spécifiques. Donc, la physiopathologie, pas grand-chose. Les mécanismes restent toujours mal connus et sont multifactoriels, impliquent des facteurs environnementaux et des facteurs endogènes. Plusieurs théories, et la théorie donc la plus retenue, c'est la théorie la plus ancienne. C'est une théorie de 1927. C'est la théorie du reflux menstruel. D'autres théories, la théorie de la métaplasie, la théorie de la diffusion, la cellule endométriale, mais la théorie qui est la plus logique et qui est la mieux retenue, c'est la théorie du reflux par les voies tubaires, donc du saignement endométrial. Et aucune théorie ne peut expliquer à elle seule donc, tous les phénotypes. Les phénotypes, différents phénotypes avec différentes symptomatologies, différentes prises en charge. Il y a l'endométriose interne, l'adénomiose, connue sous le nom d'adénomiose. Il y a l'endométriose péritonéale, divisée en superficielle, les implants. L'endométriose ovarienne, les endométriomes. L'endométriose donc profonde, comme nous allons voir, rétropéritonéale. Et bien sûr, l'endométriose à distance, qui peut être pariétale, qui peut être pulmonaire, qui peut être vésicale. Donc vous voyez que l'endométriose a plusieurs localisations. Alors les symptômes sont dominés par les douleurs. Donc la première, c'est les douleurs des règles, la dysménorrhée, les algies pelviennes chroniques, les dyspareunies, donc les douleurs au moment des rapports, les troubles urinaires, la dysurie avec les troubles urinaires, les troubles fécaux, donc les dyskinésies, les troubles digestifs. Et à côté de la douleur, il y a la stérilité. Donc deux pathologies qui sont incriminées, la douleur et la stérilité. Alors l'épidémiologie, c'est une pathologie qui devient de plus en plus fréquente. 10% des femmes en période d'activité génitale présentent une endométriose. Et 40% des femmes qui consultent pour des douleurs pelviennes chroniques aussi, l'endométriose est la première étiologie. Et 50% des femmes infertiles présentent donc une endométriose. Donc pour dire que c'est une pathologie fréquente, et d'après l'OMS, il y a à peu près 190 millions de femmes dans le monde qui se plaignent d'endométriose. L'épidémiologie, donc c'est une pathologie qui touche surtout les femmes jeunes, entre 25 et 30 ans, et même c'est une pathologie qui débute à partir de l'adolescence. Donc 19 à 70% des adolescentes qui nous consultent pour des dysménorrhées ou des douleurs pelviennes chroniques présentent donc une endométriose. Et malheureusement, c'est des diagnostics, comme nous allons le voir, c'est des diagnostics qui sont posés tardivement. Il y a un retard du diagnostic. Alors, ce diagnostic repose sur quoi? Il repose sur des arguments cliniques et paracliniques fournis par l'imagerie. Alors, l'imagerie va objectiver l'endométriose sur des éléments caractéristiques spécifiques
Et actuellement, de plus en plus, la célioscopie, dans le seul but de confirmer le diagnostic, n'est plus recommandée. Donc, nous allons voir qu'avec l'imagerie et la clinique, nous pouvons poser des diagnostics d'endométriose. Et autrement dit, la preuve histologique n'est plus nécessaire à la mise en place d'un traitement médical. Et donc là, par exemple en Tunisie, le CNAM ne reconnaît l'endométriose qu'avec une preuve histologique, alors que c'est faux. Donc la célioscopie n'est plus nécessaire pour poser le diagnostic d'endométriose. Alors vous allez me dire sur quels critères? Nous allons donc c'est sur des critères d'imagerie et surtout l'échographie pelvienne et l'IRM pelvien, avec une bonne écho par un radiologue qui s'occupe de la radiologie pelvienne et l'IRM, vous pouvez poser votre diagnostic, bien sûr, avec la symptomatologie clinique. Alors le traitement, bien sûr, comme vous le savez, comme les indications et les moyens vont dépendre de l'âge, de la symptomatologie et du désir ou non de grossesse. Alors, le traitement médical, basé sur l'hypoœstrogénie, donc soit ça va être des agonistes à l'HLH, des blocages centrales, soit ça va être des progestatifs avec les différentes formes. Donc ça, c'est le traitement médical. La chirurgie aussi. Donc la chirurgie, nous allons voir les indications au fur de la journée. Donc il va y avoir des thèmes sur les indications de la chirurgie, les indications de la PMA. Donc cette chirurgie peut être radicale, castration, ou bien c'est une chirurgie conservatrice. Deux gros problèmes aussi, la douleur, la prise en charge de la douleur. Et là, ça nous pose de gros problèmes. Nous allons le voir donc dans la qualité de vie et le taux d'absentéisme au niveau du travail. Et bien sûr, en matière de stérilité, c'est l'assistance médicale à la procréation et quelle est sa place par rapport à la chirurgie. Donc, il y aura tout un thème cet après-midi sur l'assistance médicale à la procréation en matière d'endométriose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la prise en charge donc, et la qualité des soins? Alors, pour la qualité des soins, gros problème dans le monde, et pas en Tunisie seulement, le retard du diagnostic. Ça nous pose de gros problèmes. Alors, il y a des travaux qui ont été faits par EndoFrance et qui nous ont montré que pour poser le diagnostic, il faut au moins 6 ans. Entre une première consultation et le diagnostic d'endométriose, 6 ans. Et 1 an entre le début de la symptomatologie et la consultation. Donc, il y a ce qu'on appelle une banalisation des symptômes. 7 ans pour poser le diagnostic, alors que vous savez très bien que cette endométriose va entraîner des gros dégâts, aussi bien au niveau tubaire qu'au niveau ovarien qu'au humain. Alors, pourquoi il y a ce retard de diagnostic? Parce que c'est une pathologie qui ne s'apprête pas au dépistage. Elle ne s'apprête pas au dépistage. Il n'y a pas un symptôme qui va vous dire qu'elle a une endométriose. D'où, bien sûr, s'il n'y a pas de dépistage, il faut poser le diagnostic précocement. Et pourquoi précocement? Pour anticiper sur les problèmes de l'infertilité, l'impact de la douleur et les conséquences socio-professionnelles. Deuxième chose, c'est les tableaux ne sont pas... Il n'y a pas une endométriose, il y a plusieurs endométrioses. Donc le tableau clinique et la morphologie sont très variés. Et parfois, il y a des discordances. Parfois, on fait une cellule, on trouve donc que c'est une endométriose très sévère, alors que symptomatiquement, cette pathologie n'était pas très parlante. Le caractère fonctionnel de cette pathologie, la chronicité, tout ça font la difficulté du diagnostic. Et toutes les dysménorrhées ou douleurs pelviennes chroniques ne sont pas liées à l'endométriose. Donc il y a là un gros problème de balance. Il ne faut pas banaliser les symptômes, bien sûr, mais il ne faut pas surdiagnostiquer et donc demander des examens complémentaires qui sont inutiles. Donc il faut faire une balance. Et pour là, il faut des exigences diagnostiques. Et là, il faut insister sur l'amélioration de la formation médicale initiale et continue des gynécologues. Parce que c'était, avant, la pathologie n'était pas fréquente, maintenant elle est fréquente. Et il faut que tout gynécologue se mette donc au diapason et essaie de soulever ce diagnostic. Mais une fois soulevé, l'imagerie doit suivre aussi. Alors, deuxièmement, le deuxième problème, c'est la prise en charge qui est hétérogène. Les malades ne sont pas pris en charge correctement. Pourquoi? Parce que, le diagnostic, comme on l'a dit, il est difficile. Il y a une variabilité des formes cliniques et des symptômes. Le profil des patientes
une femme jeune ne vient pas consulter, ou la non mariée, surtout sous le cieux, ne vient pas consulter directement un gynécologue. Donc c'est une pathologie qui est le plus souvent masquée. Le plus souvent, c'est des patientes qui viennent pour une hypofertilité, un désir de grossesse. Et c'est là où on pose le diagnostic. Alors que la symptomatologie traîne depuis, de façon 5 ans, 6 ans. Et donc, lorsqu'elle se marie, la femme, et elle a un problème de stérilité, elle vient vous consulter. Les recommandations ne sont pas claires. Donc, nous n'avons pas une conduite claire. À chaque année, nous avons des recommandations. Parfois, on opère, parfois, on n'opère pas. Parfois, c'est le traitement médical, parfois, c'est le traitement chirurgical. Il n'y a pas une conduite claire. Donc, et là, ça nous pose aussi des problèmes. Et bien sûr, les écarts dans la formation médicale aussi. Il faut que les gynécologues se mettent de plus en plus sur cette pathologie qui pose un problème de santé publique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire, parce que nous voyons que c'est une pathologie qui peut toucher la vessie, qui peut toucher le rectum, qui peut toucher le péritoine. Donc, la prise en charge multidisciplinaire. Et deuxièmement, c'est les RCP. Donc, si nous avons un cas complexe, il faut bien que les gens, plusieurs avis, surtout dans les adénomioses florides, les endométriomes, que faire devant un endométrium, ponctionner, faire une célioscopie, faire la chirurgie dans un premier temps, faire la chirurgie en 2 temps, vider. Donc nous allons voir tout au long de la journée que les conduites ne sont pas très claires et vous allez avoir des avis différents. Et surtout, bien sûr, l'infertilité. Et là aussi, est-ce qu'il faut passer à la PMA d'emblée? Est-ce qu'il faut passer par la chirurgie puis la PMA? Donc vous allez voir, donc, je pense que tout au long de cette journée, nous allons discuter un peu de ces problèmes. Et troisième chose, le soin des supports. Donc c'est une pathologie qui est douloureuse et donc il faut qu'il y ait, c'est une maladie donc comme l'RCH, comme le Crohn, comme l'asthme. Donc il nous faut un accompagnement psychologique, sexologique bien sûr, comme nous allons le voir, les troubles sexuels, la diminution du libido, diminution des rapports sexuels, etc. Puisque c'est une pathologie qui peut toucher donc le rétropéritoine, qui peut toucher le Douglas, les douleurs au moment des rapports. Donc là, il y a la médecine alternative aussi. Il y a différentes thérapies actuellement qui sont en évaluation. Et bien sûr, il faut aussi le gynécologue ne pas se fier donc surtout à la symptomatologie, mais être à l'écoute et soutenir l'entourage. Parfois, il y a des problèmes. Donc, il y a des problèmes de couple, il y a des divorces. Le mari, donc, il faut aussi le suivre, l'écouter, et pourquoi pas, des associations des patientes qui sont d'une aide précieuse. Alors, ce qu'il faut éviter. Première chose, le dépistage de masse et les populations de risque. Il est inutile. Donc, il ne faut pas prendre une population cible. Il n'y a pas un terrain particulier qui est touché par l'endométriose. Deuxièmement, il ne faut pas traiter systématiquement les formes asymptomatiques. Si la patiente, même si elle a une endométriose, si elle n'est pas demandeuse donc de traitement, il faut les laisser tranquilles. Et, élément clé aussi, il faut que la célioscopie diagnostique n'est plus indispensable au diagnostic. Comme on l'a dit au départ, un faisceau d'arguments cliniques et une bonne iconographie suffit pour poser le diagnostic. Et là, il faut parler aux responsables pour leur dire que la biopsie n'est pas nécessaire au diagnostic pour une prise en charge médicale. Deuxième gros problème, c'est le parcours. Les malades donc, font un parcours très, très, très difficile et plusieurs obstacles s'opposent à l'établissement d'un parcours de soins adapté à l'endométriose. Pourquoi comme on l'a dit au départ, le retard du diagnostic et les errances médicales. C'est des femmes qui vont consulter, par exemple, un gastrologue, ou qui vont consulter l'urologue, qui vont consulter le chirurgien. On a eu pas mal de patients qui, dans nos services, par exemple, les malades sont ouverts pour une appendicite, alors qu'en fin de compte, c'était une endométriose. Et là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'appendice, on le garde, on touche l'endométriose. Voilà, il vaut mieux laisser comme ça et la reprendre dans de meilleures conditions. Donc, le retard diagnostique et l'errance médicale. Deuxièmement, l'accès aux soins. Parfois, il faut un dispensaire.
la sage-femme qui leur donne donc un traitement médical, leur dit non, c'est des coliques néphrétiques. Donc il faut qu'il y ait un personnel qualifié qui va les prendre en charge et qui va être à l'écoute de ces patients. Le manque de centre de référence. On n'a pas de centre de référence en Tunisie. Donc tout le monde touche un peu à l'endométriose. Et la prise en charge pose problème. Et parfois, nous avons des catastrophes. Nous avons vu des jeunes avec des annexectomies bilatérales, ovarectomie bilatérale. Donc, c'est des jeunes castrés parce qu'ils ont trouvé 2 gros endométrium qui sont opérés par les chirurgiens, par les gynécologues. Donc, la prise en charge doit être faite dans des centres de référence. Et malheureusement, la couverture par les caisses d'assurance ne sont pas assurées. Et comme on l'a dit, ils peuvent être assurés pour une prise en charge médicale ou chirurgicale que s'ils ont une preuve histologique donc de l'endométriose. Et ça pose problème. La prise en charge de la douleur aussi. C'est des femmes qui traînent avec un taux d'absentéisme, qui traînent un peu partout, alors que normalement, il y a un centre de la douleur qui va les prendre en charge. Et le gros problème, il y aura un débat dans ce sens, c'est la préservation de la fertilité. Si vous avez une endométriose sévère, pourquoi pas mettre une vitrification des ovocytes, les garder, parce que c'est une pathologie qui évolue dans le temps et qui va altérer le capital folliculaire. Donc là, prendre ces ovocytes, les vitrifier en attendant le mariage, ou s'ils sont mariés, donc les vitrifier au stade d'embryon. Alors, cette pathologie pose des problèmes partout dans le monde. Et la France, donc, a lancé ce qu'on appelle une stratégie nationale contre l'endométriose. Et cette stratégie nationale donc, a été initiée par une députée européenne gynécologue. Et donc, ils ont soulevé ce dossier de lutte contre l'endométriose, axé sur plusieurs axes. Placer la France, bien sûr, dans la recherche et l'innovation. Deuxièmement, le diagnostic rapide. Et là, j'insiste sur le diagnostic rapide et l'accès des soins de qualité sur tout le territoire. Et l'objectif, c'est de créer des centres référents régionaux et nationaux. Donc, ça, c'est les enjeux médicaux. Puis, il y a les enjeux sociaux et la qualité de vie. Merci. Donc, en fait, le sujet des enjeux sociaux et de l'altération de la qualité de vie en termes d'endométriose, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on va commencer par cette enquête menée par Endo-France tout récemment, qui a porté sur plus que 1500 femmes. Et le premier aspect d'altération de la qualité de vie, c'est le nombre ou bien la fréquence de consultation. Et on a trouvé que plus que 50% des femmes ont consulté leur professionnel référent pour l'endométriose plusieurs fois par an. Bien sûr, ces consultations, elles étaient d'autant plus régulières que les symptômes étaient plus sévères, avec une atteinte plus avancée. Donc, le deuxième aspect de l'altération de la qualité de vie des femmes endométriosiques, cette endométriose, elle va toucher tous les axes de la vie de la femme, la vie sexuelle, avec un impact psychologique important, l'impact physique, surtout en rapport avec la douleur, mais aussi les traitements et la prise en charge chirurgicale, mais aussi le côté relationnel, que ce soit familial, conjugal et professionnel. Donc, concernant la vie professionnelle, l'endométriose, elle retentit vraiment. C'est comme une maladie chronique, comme l'a dit Dr Osleti. Elle va retentir sur le bien-être général au travail, les capacités aussi bien physiques qu'intellectuelles, la motivation d'aller au travail, la concentration et le stress, le niveau de stress au cours du travail. Tout ça va retentir en termes d'absentéisme, justifié médicalement ou autrement. Et bien sûr, ce taux-là d'atteinte est en rapport avec la sévérité de l'endométriose, et c'est d'autant plus chez les femmes jeunes, de moins de 35 ans. Donc l'impact va toucher, comme on l'a dit, l'entourage de la patiente, notamment ici le conjoint, et on voit que plus que 70% des conjoints ont exprimé au moins un sentiment négatif en rapport avec l'endométriose. L'atteinte de leur partenaire est dominée par l'inquiétude, en plus de quelques sentiments de compassion et de compréhension. Et ça, c'est en France, et on imagine très bien un conjoint tunisien qui ramène donc sa femme aux urgences 2 à 3 fois par mois, à chaque fois comme si il la prenait pour une hystérique, alors que la dame, elle souffrait.
Donc, pour la vie sexuelle, l'endométriose, elle va retentir sur la sexualité féminine, essentiellement sur le désir sexuel, mais aussi sur la diminution des rapports sexuels. C'est une réaction naturelle à la dysménorrhée, à la dyspareunie, donc c'est un comportement d'éviction. Mais aussi, elle va retentir sur la sexualité du conjoint. Et on parle là de dysfonction sexuelle en miroir chez le conjoint, notamment une baisse de désir devant une femme qui refuse tout le temps de faire des rapports et une éviction par conséquence des rapports. Donc on voit que c'est un impact qui est très important sur le désir sexuel, mais aussi la diminution de la fréquence des rapports sexuels. Donc une étude récente, publiée tout récemment en 2021, s'est intéressée à l'étude de l'effet de la douleur liée à l'endométriose sur la santé mentale des femmes. Et on a trouvé que 44% des femmes présentaient des symptômes dépressifs déjà, 25% une anxiété et plus que 30% des symptômes de stress directement liés à la pathologie. Donc, l'impact de l'endométriose dans cette revue de littérature qui étudie l'impact de l'endométriose sur la qualité de vie et le bien-être psychologique des femmes, on a conclu que l'endométriose a impacté négativement le bien-être aussi bien physique, sexuel, mais aussi social des femmes. Donc, on dirait que l'endométriose, elle contrôlait un tout petit peu la vie, mais aussi le comportement des femmes atteintes. Donc ainsi, pour une meilleure qualité de vie, il existe 3 axes d'action. Tout d'abord, le diagnostic en réduisant le retard diagnostique avec l'agencement d'un parcours de soins adapté à l'endométriose. Deuxièmement, une meilleure qualité de prise en charge avec les staffs pluridisciplinaires, toute la panoplie de traitements, mais aussi l'évaluation et le suivi. Et surtout, les soins de support en fournissant donc des soins de support pour la patiente, mais aussi pour son entourage. Et toutes les méthodes sont autorisées, bien qu'aucune n'a fait sa preuve. Les enjeux économiques de l'endométriose ont également fait couler beaucoup d'encre. Et l'endométriose, elle est responsable d'un coût de prise en charge directe de la santé de la femme, en commençant par les démarches diagnostiques, les explorations parfois multiples, bien indiquées, non pas tout à fait bien indiquées, ça on en discutera, le traitement médical, chirurgical, le coût des hospitalisations, les consultations ordinaires ou bien en urgence et la prise en charge de l'infertilité et de la douleur. Mais aussi, il existe un coût indirect de l'endométriose relié à l'absentéisme, à la perte de productivité, mais aussi à l'handicap à moyen et à long terme. Donc, on va commencer par cette revue de la littérature qui est un tout petit peu ancienne, mais pour vous montrer l'évolution de ces dépenses en soins. Et là, on trouvait que les hospitalisations étaient la principale source de dépenses en matière d'endométriose, avec une tendance à l'augmentation des dépenses malgré la réduction de la durée des hospitalisations. Et plus que 2/3 des patientes suivies sur un an qui ont une endométriose prouvée ont subi une chirurgie liée à l'endométriose. Donc on se disait que c'est probablement la chirurgie qui était responsable de ces dépenses-là. Dans cette étude multicentrique portant sur 12 centres dans des pays européens, on est arrivé à conclure que le fardeau économique de l'endométriose est tellement important qu'il est comparable à des pathologies chroniques handicapantes comme le diabète, la maladie de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous imaginez que c'est un coût assez conséquent. Et c'est la chirurgie qui alourdit ce coût-là. Et tout récemment, on vient de conclure que c'est plutôt la perte de productivité, que ce soit relative ou bien absolue, c'est-à-dire un reclassement professionnel, voire une retraite anticipée, qui est la source la plus importante de dépenses en matière d'endométriose. Donc, dans cette étude publiée au Suède en 2020, on a trouvé que ce sont les femmes jeunes de moins de 30 ans qui consommaient le plus en termes de dépenses en soins de santé, et ceci
s'expliquer, entre autres par les consultations, par la chirurgie, mais surtout par le recours à l'assistance médicale à la reproduction ou bien à la procréation, qui, vous le savez tous, coûte très cher. Donc, pour résumer, les enjeux économiques de l'endométriose peuvent être donc classées en dépenses directes et indirectes. Elles sont tellement importantes qu'elles sont comparées aux dépenses relatives aux maladies chroniques et handicapantes. Et actuellement, ce sont les dépenses indirectes liées à l'endométriose qui sont donc liées à l'absentéisme, qui expliquent la majorité de ces dépenses. Et je passe la parole à Dr. Alors, quels sont les enjeux? Comment peut-on améliorer? Premièrement, de connaître mieux la maladie. Donc, il y a des enjeux de recherche. Et vous savez très bien que la complexité est d'autant plus grande que l'endométriose présente des tableaux cliniques différents. Donc, il n'y a pas, comme on l'a dit dès le départ, il n'y a pas une endométriose, il y a plusieurs types d'endométriose. Péritonéale, profonde, superficielle, pathologie, donc endométriosique ovarienne, les implants. Donc, vous voyez que les tableaux cliniques sont très différents. Les bases de données épidémiologiques et cliniques ont permis l'amélioration de la prise en charge clinique. Donc, le volet thérapeutique, comme nous allons le voir l'après-midi, s'est beaucoup amélioré. Mais l'étiologie, le primum movens de la pathologie n'est pas encore connu. Et comme on a dit, la théorie la mieux retenue, c'est la théorie de reflux, qui remonte à 1927. Donc, qu'est-ce qu'on faut faire? On est en droit donc d'améliorer les approches thérapeutiques innovantes. Y a-t-il d'autres thérapeutiques qui vont nous aider donc au diagnostic? Bien sûr, développer la chirurgie mini-invasive, la cérioscopie. Il n'en est plus question de traiter ces patientes par de la laparotomie. C'est une pathologie qui est très adhésogène, sur laquelle vous ajoutez donc la laparotomie. Donc là, vous pouvez altérer de façon définitive et le pronostic de stérilité. Et donc, la recherche doit se faire sur la clinique, est fondamentale et sociétale, mais ne peut aboutir qu'il faut que les équipes impliquées travaillent ensemble et coopèrent, et excluant tout individualisme de chacun travailler tout seul. Alors, les questions de recherche, bien sûr, comme on l'a dit, c'est l'étiologie, le primum movens. Est-ce que l'inflammation, les anomalies immunologiques sont la cause ou la conséquence de la pathologie? Est-ce que c'est une maladie chronique, progressive? Est-ce qu'on a vu des endométrioses? On part au départ, puis par la suite, elle s'améliore. Il y a d'autres qui évoluent. Donc, il faut voir ici l'évolutivité. Les symptômes, est-ce que ça signifie que la cause elle est permanente? C'est une femme qui va vivre avec son endométriose, qui va s'aggraver et qui va arriver à la fin à des castrations. L'infection, le rôle de l'infection et les anomalies du microbiote dans la pathogénie, et les questions, bien sûr, relatives à l'immunité, à l'inflammation, aux facteurs génétiques. Nous savons tous qu'il y a un facteur génétique. Nous avons des familles d'endométriose. Alors, les recommandations, qu'est-ce qu'on pourrait recommander? Premièrement, mettre en place une véritable stratégie d'information. Il faut que le grand public soit incriminé. C'est une pathologie nouvelle, les gens ne la connaissent pas. Donc, il faut développer les réseaux associatifs, les médias spécialisés, la formation. Donc, la formation commençait du collège au lycée, à la faculté de médecine pour les médecins, les sages-femmes aussi, et définir un parcours de soins spécifique donc des exigences médicales sociétales, faciliter le diagnostic, comme on l'a dit, le retard du diagnostic, c'est lui donc, qui nous pose des gros problèmes, 7 ans pour poser le diagnostic d'une endométriose, mettre des centres de référence à l'échelle régionale et à l'échelle donc nationale, organiser des réseaux multidisciplinaires et collaborer avec les associations. À l'échelon national, un observatoire national de recherche sur l'endométriose et pourquoi pas créer un registre national de l'endométriose afin de mieux connaître l'épidémie et les mécanismes et établir un label spécifique sur les centres régionaux. Merci beaucoup, professeur Ousleti. Dr Nesrine Soyeh, pour cette excellente conférence mettant l'accent sur la qualité de vie des patientes atteintes d'endométriose en tant que problème de santé publique, en tant qu'enjeu économique et psychologique. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au professeur Faisal El-Qaq,
président Arab Women Health Group, vice-président de la FIGO from Lebanon. Donc, bienvenue parmi nous. Et donc, on laisse la présence poser des questions. Merci. Je remercie les deux conférenciers pour leur excellent exposé qui nous permet de commencer la journée. C'est des généralités éventuellement et chaque paragraphe qui a été proposé maintenant va être réévalué par la suite, etc. Seulement, je voulais poser la question sur la cystoscopie. Nous avons tous appris en tant que résidents, assistants, etc., que la cystoscopie était absolument nécessaire pour visualiser les lésions, et notamment les lésions endométriosiques superficielles du péritoine. Il n'y a pas de symptômes à l'imagerie des lésions superficielles péritoniales. On ne peut rien voir à l'échographie endovaginale ni à l'IRM. Donc, ça me gêne un peu de dire que la cystoscopie en 2022 n'est plus nécessaire pour le diagnostic d'une quelconque endométriose de phénotype X, notamment les lésions superficielles péritoniales. Je t'en règle, Sinadine. D'après les nouvelles recommandations, l'imagerie doit évoluer. Et la radio, surtout l'IRM, l'interprétation de l'IRM doit être faite par des gens qui sont spécialisés dans l'endométriose actuellement. Donc, en France, par exemple, si vous avez une symptomatologie clinique parlante, les douleurs, et une bonne IRM, vous pouvez être sûr que... Alors, si c'est dans un cadre de stérilité, le plus souvent dans les endométrioses superficielles, c'est des femmes qui consultent pour stérilité, le plus souvent. Mais de là à donner un traitement, ou le CNAM qui le prend en charge seulement si vous avez une biopsie, là, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous avez une femme qui consulte pour par exemple, l'endométriose profonde, l'IRM est très parlante. Dans les endométriomes, vous avez soulevé le cas litige, la superficielle. La superficielle, normalement, bon, c'est dans un autre cadre, dans un cadre de stérilité. Elle vient vous consulter, voilà. Une bonne IRM par des gens qui sont compétents. C'est ce qu'on appelle la radiologie de la femme. On ne peut pas faire de la radiologie cérébrale, cardiaque. Donc, il faut spécialiser la radiologie pelvienne. Il faut que les radiologues se mettent. À mon avis, Abdelkader a évoqué l'endométriose péritoniale, et ce qui est le cas le plus fréquent, le cas le plus habituel, et c'est le cas le plus litigieux aussi. Donc, en attendant que nos radiologues soient de plus en plus performants en matière de... Mais on est sur la bonne voie. J'étais en train de discuter tout à l'heure avec Eya, ici présente, et je pense que la jeune génération a tout compris et qu'ils ont choisi la voie de la sous-spécialisation. Ce n'est que une bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut éviter, la bonne question, est-ce que quand tu fais une cystoscopie, d'ailleurs je vais répondre à cette question dans mon topo, quand tu fais une cystoscopie pour une soi-disant endométriose quasiment certaine et que tu ne trouves rien du tout, est-ce que tu biopsies ou pas des lésions que tu ne vois pas? C'est ça. Parce que là, tu risques de tomber dans l'hétérogénie et c'est complètement contre-indiqué de faire des biopsies dans ce sens. Donc, au niveau de la CNAM qui m'a trop lenti, la biopsie n'est pas toujours concluante dans cette affaire. C'est ça conforte ce que tu es en train de dire. De toutes les manières, bon, c'est une nouvelle pathologie. Malheureusement, en Tunisie, comme on va le voir, bien sûr, c'est des patientes qui viennent consulter aux urgences, il y a une balance. Il ne faut pas donc demander des examens complémentaires au tout venant, mais aussi, c'est pas mettre les femmes pour une crise H, alors que vraiment c'est une pathologie aussi qui touche surtout les adolescents. Nous avons un grand sujet, c'est que les adolescentes avant le mariage ne doivent pas consulter un gynécologue. Donc la pathologie évolue. Et lorsqu'elles viennent vous consulter après un mariage, c'est dans le cadre d'une stérilité où les dégâts sont déjà là.
que ce soit tubaire, que ce soit ovarien, le capital folliculaire qui est touché, avec des AMH, des femmes de 22 ans avec des AMH inférieurs à 0,5. Donc, malheureusement, il n'y a pas de dépistage. Donc, ce qu'il faut insister, c'est le diagnostic précoce. Il faut insister sur le diagnostic précoce pour sauvegarder, pourquoi pas, en matière de PMA, la congélation. Et là, il va y avoir un débat. Est-ce que ces femmes-là ont le droit de congeler, de vitrifier leur ovocyte en attendant le mariage ou en attendant... Parce que l'évolutivité, bon, je pense que dans la journée, on va en parler. On ne connaît pas l'évolutivité de la maladie. Parfois, elle fait des pauses. Parfois, elle s'aggrave. On a vu des formes qui sont très, très, très graves et qui touchent l'appareil urinaire, quand on fait des stomies. Ils consultent pas mal pour l'urologie. En urologie, on met l'uro. Ils pensent pour une colique néphrétique, ils trouvent que c'est l'endométriose. Docteur Qaq, vous pouvez intervenir, donc you can talk in English. Your English is... No problem. Okay. Thank you very much. Thanks for the presentation. But there is something very interesting that you mentioned in the presentation, both of you, which is the delay in the diagnosis. So, يعني بتاخد وقت للتشخيص. 7 سنوات. I have two questions. One question, أول شيء, why the gynecologist might miss the diagnosis of endometriosis? And then the following question would be, in your opinion, and Khalid, all the others, to what extent the medical student and the resident are exposed to training and education in endometriosis? لأنه زي تونس, زي any other place, endometriosis is always very low on the list, on the diagnostic list. Is it because during training and medical education there is not enough exposure that it comes first to mind when somebody is coming? And my third point would be, endometriosis, according to the new recommendation now, 2022 of the ISHRI, in the adolescent. There's a whole chapter now, endometriosis in the adolescent and endometriosis in the menopause. كمان هيدا لازم نرجع نطلع بكل الميديكال تريننج تبعه. Thank you. De toute manière, le retard du diagnostic, même en Europe, il y a un gros problème de retard de diagnostic. Retard de diagnostic, il faut y penser. Et là, on parle aux jeunes, aux résidents, devant toute douleur qu'elles viennent, il doit avoir à l'esprit, surtout si elle est cyclique, surtout avec les 5D, et il faut penser à l'endométriose. Et entamer des examens complémentaires. On ne parle pas de célioscopie, mais on dit au moins qu'il y a l'IRM et l'échographie pelvienne. Et il faut que nos échographies soient faites par des référents. مش اللي يجي يعمل échographie. رحنا تو في les urgences وكل. تلقى le résident jeune يعمل. Et là, ça pose de gros problèmes. Ça pose de gros problèmes de diagnostic. Et comme vous le voyez, aussi la prise en charge, elle est chère. تكلف 10,000 المريضة تتكلف $10,000 30 مليون بارون في العام. دونك كيما الأمراض الديابيت وكيف البوليارتريت روماتويد وكل فما يا ان افور افير تفضل. السلام عليكم. السلام. S'il vous plaît, je suis le coordinateur du groupe d'intérêt, du groupe qui s'occupe de la fertilité. Nous devons essayer de nous tenir au temps parce que vous êtes en train de discuter toutes les autres communications qui vont... Je pense que sincèrement, nous allons avoir la réponse. Nous allons avoir la réponse parce que nous avons... Le programme comporte toutes les rubriques. Nous n'avons pas l'adolescente. We don't have the adolescent and the menopause because it's only for infertility. Donc, je vous invite à respecter le temps parce que pour qu'on puisse faire tout le programme et déjà, on va se répéter pour faire toutes ces recommandations.